2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, la guerre fait rage en Ukraine. Pendant ce temps-là, en France, qu'en est-il de la campagne présidentielle ? Eh bien, on aimerait bien qu'elle fasse rage. Force est de constater qu'elle n'a pas lieu dans des conditions normales. A-t-elle lieu d'ailleurs ? Le débat existe-t-il ? N'est-ce que l'effet de la guerre et ses conséquences économiques qui, après le Covid, accaparent les esprits ? Irons-nous voter sans avoir fait le bilan du quinquennat finissant, sans avoir débattu des propositions des candidats et de l'avenir du pays ? La campagne occultée, c'est le thème d'Europe 1 2022 ce matin, à 26 jours du premier tour. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Bonjour Dimitri. Bienvenue, vous êtes politologue, conseiller en communication. Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Et Adrien Matou, journaliste à Marianne. Adrien, je commence avec vous. Le risque d'une élection blanche, dans le sens où, effectivement, on a un peu cette image de candidats courant chacun dans leur couloir, sans émulsion collective, sans débat. Et le débat sur l'émission politique sur TF1 hier, on est d'ailleurs un petit peu emblématique avec cette succession de 24 séquences, 3 x 8 sur des thèmes différents, chaque candidat parlant, et avec cette obsession que surtout, ils ne se croisent pas entre eux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, à mon avis, la vie politique française est un petit peu chloroformée, mais c'est pas la première fois. On se rappelle de la grande crise sociale qu'avaient été les Gilets jaunes, et déjà, à mon avis, le grand débat avait été une manière d'essayer de chloroformer un petit peu cette explosion-là. Ensuite, il y en a deux beaucoup plus évidentes. La crise sanitaire, qui a mis le pays sous cloche pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et maintenant la guerre, qui a un effet de dramatisation géopolitique, mais qui en fait, en France, place les gens devant un sentiment de panique et de peur qui les pousse à se réfugier vers la stabilité et donc vers la réélection du président. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que ce chiffon de chloroforme qu'on pose sur la vie politique française, ça va dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, qui non seulement est le président sortant, mais qui en plus, politiquement, est quelqu'un de centriste, libéral, qui incarne la stabilité, qui incarne... déjà en 2017, c'était un petit peu le candidat de la peur de certains Français face au désordre que représentaient les autres candidats. Donc, il a tout intérêt à continuer à placer la vie politique française sous cloche, et on l'a vu hier, il a davantage parlé de lui en tant que président qu'en tant que candidat. Je pense qu'il va continuer à le faire. Les sondages contribue à nourrir cette impression d'une campagne qui est déjà jouée d'avance, et on n'a pas les débats qu'on devrait avoir. On va parler d'Emmanuel Macron, son cas particulier, mais d'abord Bruno Jeudi, tonalité générale de cette campagne. Je parlais de risque d'une élection blanche. C'est vrai que si l'on se refait le film des 3 dernières années, on a une crise sociale qui éclate fin 2018, qui court pendant 1 an et demi et qui est remise dans sa boîte d'une certaine manière et sans vraie conclusion avec la crise sanitaire. Et voilà que surgit la guerre, et on voit que les gens là aujourd'hui ont plus les yeux rivés sur le prix des carburants que sur les sondages et sur les programmes des candidats. Oui, je sais pas si je dirais... Enfin, bon, ça revient au même. En gros, c'est une drôle de campagne, c'est-à-dire finalement une campagne qui n'aura pas véritablement démarré, sinon et qui se résume à des escarmouches entre concurrents, soit de deuxième niveau, soit des concurrents qui sont en attente d'avoir le président candidat favori, hyper favori, et qui lui, évidemment, n'a pas du tout envie de se lancer dans ce débat. Alors c'est vrai qu'il y a traditionnellement, la présidentielle, moi j'appelle ça, c'est le moment de la purge démocratique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que... Et d'autres disent la respiration démocratique. Oui, la purge démocratique, surtout après 5 années ponctuées de crises. Alors, toutes ne sont pas le fait du président. D'ailleurs, il y en a les 2 dernières sont absolument pas de son fait, mais il y en a eu qui sont venues qui ont été générées par les décisions du quinquennat. Et finalement, tout ça, ça va pas passer dans ce moment de purge démocratique. Et c'est là où il y a un risque, finalement, c'est que ça crée beaucoup de frustration, que on refuse, on escamote des problèmes importants de la société française, et on va passer à côté. Oui. C'est souvent la promesse de lendemain difficile, et toute proportion gardée, moi je dis souvent qu'on est un peu dans la situation de 2002. Il n'y avait pas eu vraiment de débat qui avait pu s'enclencher. Ça commence à monter cette histoire de 2002. Et on sait que derrière, ça avait été compliqué. Alors à l'époque, il y avait un autre choix qui avait été fait. On n'avait pas choisi d'élargir, d'ouvrir. Le président réélu avait plutôt choisi le rétrécissement. Là, il faut voir. Je trouve qu'Emmanuel Macron, évidemment, dans la position où il est, Adrien a raison. Lui, il joue avec ses atouts.
tout. Et lui-même, on l'a vu hier soir, ne parvient pas à rentrer dans la peau du candidat. En a-t-il conscience? Surjoue-t-il ce rôle-là? Je ne sais pas, mais on voit bien que les 26 jours qui restent d'ici le premier tour vont être assez longs à ce rythme. Jean-Christophe Gallien, alors je vous résume la tribune que signe ce matin dans l'Opinion Raphaël Liorca, qui a une lecture assez intéressante des choses. Il dit à propos d'Emmanuel Macron, dont on dit à 30% des intentions de vote c'est plié, c'est imperdable. Oui, mais regardez, la succession des petites déconvenues de l'après-campagne, les tracts avec vous, non signés. Et il y en a qui était signé Nathalie, les gens croyaient que c'était Nathalie Arthaud dans la rue. La lettre aux Français, bon, on n'a pas été ébloui. La mise en scène de Poissy aussi, cette séquence avec chez le maire Carl Olive, où l'on a appris par France Inter derrière qu'en fait tout était scénarisé à l'avance. Et puis cette impression de mépris, on a des citations de fidèles d'Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. L'un d'entre eux dit « Je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron irait faire un QCM avec des Lilliputiens qui sont tous nuls ». Un autre, le député La République En Marche François Eliaou, « La qualité des personnalités en lice ne justifie pas que l'on s'abaisse à discuter avec eux ». Alors vous passerez la faute d'accord, personnalité avec elle, hein, mais aussi le message quand même, le message. Et justement, Raphaël Liorca dit dans la lignée de Bruno Jeudi, attention, 2002, Lionel Jospin, où chaque faux pas était minimisé, on sait ce qui s'est passé. Hein. Alors, c'est l'arrogance et le style, un mélange depuis 5 ans, on a un mélange entre cynisme et amateurisme. Cynisme qui était une ligne politique, je pense, qui n'est pas la seule. En quoi cynisme? C'est-à-dire qu'on a toujours vu ce en même temps. Vous voyez, le cynisme, c'est de pouvoir tout amener sur le terrain du qu'est-ce qui fait que politiquement je suis en train de gagner. Et pour l'instant, ça donne raison à Emmanuel Macron. Après, il y avait toujours une forme d'amateurisme, c'est-à-dire qu'il y avait une réalisation, si vous voulez, qui n'était pas à la hauteur de ce positionnement, qui peut être un positionnement gagnant en politique. Et je crois qu'on a dans cet ADN-là, ces deux aspects, on peut le retrouver dans toutes les crises qui ont parsemé ce quinquennat. On a cette réponse-là. Et ça allait jusque chez les ministres, Monsieur Blanquer, avec l'éducation nationale. Là, on a entendu tout à l'heure ce qui se passe sur le terrain de la sécurité, la police. Bon, voilà. On a toujours eu un petit peu ça. Et donc finalement, aujourd'hui, dans la campagne, je trouve que c'est pas très surprenant. Pourquoi c'est pas surprenant? C'est qu'en plus, on a presque l'impression que c'est lui qui fixe cet environnement. On a eu l'impression, après 1 an et demi, vous l'avez dit, de chape de plomb démocratique, où c'était la Covid, le sanitaire, voilà, il n'y a plus rien. L'éruption d'un candidat qui n'était pas attendu, Éric Zemmour, et il y a une espèce d'euphorie démocratico-politique vers l'élection. Les idées sont de retour. Ça y est, cette campagne va être celle qu'on attendait, qu'on n'a pas eu depuis des années, pas simplement depuis 2002, mais presque plus lointaine encore, dans le débat, dans l'affirmation de 2 visions de société, voire de 3 visions de société. Et puis tout ça s'est éteint au fur et à mesure. C'est pas simplement la faute d'Emmanuel Macron, qui lui joue une carte qu'on a vue hier soir, qui est celle d'une anesthésie par le centre. Là, c'est pas du tout amateur. C'est du cynisme, mais du cynisme d'efficacité, avec une réalisation très concrète. Et puis, autour de lui, c'est là où ça va pas. C'est que les candidats qui veulent les challengers face à cette élection, ils se sont petit à petit effacés jusqu'à disparaître hier soir dans un espèce de show qui était une série de couloirs où chacun d'entre eux sait très bien qu'ils vont même pas aller au bout du 100 mètres, si vous voulez. Ils vont pas aller au bout du 100 mètres. C'est comme un Squid Game décidé par Emmanuel Macron où à la fin, il a presque décidé qui elle est en face de lui. Mais alors, mais je vous dis, on sait déjà d'ailleurs. Mais voilà, mais regardez, l'histoire de l'émission de TF1 où l'on sait que c'est Emmanuel Macron, l'Élysée en tout cas, qui a imposé ses conditions à la chaîne, est-ce que ça risque pas à un moment ou l'autre de se retourner contre lui, avec cette idée, c'est lui qui instrumentalise la campagne, c'est lui qui la maintient au ras du sol, Adrien Matou. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de bâton? Et là, on pense aussi à Édouard Balladur. Là encore, une élection imperdable. Ce qui est intéressant, c'est que le soupçon est souvent avéré de mépris a toujours été une constante. Attention, soupçon avéré. Parlez comme Christophe Castaner. Il y a toujours eu ce jugement envers les Macron et les macronistes, comme quoi ils étaient méprisants. On l'a vu à l'égard de certaines catégories de Français, maintenant on le voit à l'égard du reste de la classe politique. Les déclarations que vous avez citées sont éloquentes à ce propos. Et forcément ça crée une espèce d'enjeu. J'en ai d'autres. Stanislas Guérini restreignant la campagne aux interstices de l'agenda d'Emmanuel Macron. Mais ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que limite ça les embête qu'il y ait des élections. Oui. Donc forcément je peux comprendre qu'il y a une tentation que je partage d'ailleurs chez les commentateurs de se dire on espère que ça va les mettre dans le pétrin à un moment, de prendre autant de haut la vie politique française
française et même le débat démocratique. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés de l'idée qu'il n'y ait pas de débat, ce refus de la confrontation. Mais au risque de Je cite l'économiste Gilles Raveau, par exemple, on est nombreux, qui le dit, mais c'est anormal. Comment se fait-il que Emmanuel Macron n'accepte pas cette confrontation, alors qu'il est a priori plutôt bon dans cet exercice-là? Je pense que c'est parce que ça l'arrange fondamentalement. Et pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est assez déprimant à dire en réalité, mais je pense qu'il est dans une situation idéale où il est en telle position parfaite pour être réélu sans vraiment qu'il ait de débat. Pourquoi le risquer quelque part? Pourquoi risquer une discussion qui l'abîmerait alors qu'il est parti pour rempiler pour 5 ans? Oui, mais ce que disait Bruno tout à l'heure, Bruno, je reprends avec vous, vous disiez cette respiration, la purge démocratique, à refuser la purge, quelque part, on va créer un bouchon dans le tuyau, la métaphore plombière, mais... c'est la meilleure façon de se préparer des lendemains difficiles, mais bon, un candidat qui est dans une situation où il est à 31 dans les sondages, où il est sortant, où il y a toujours le risque, vous savez, pour un président candidat. Oui, mais où le carburant est à 2 € le litre, où l'inflation est à 4%. Non, mais ça, et puis, bon, du coup, qui quand même se méfie. Donc, on voit bien l'agenda du gouvernement. Dans ces cas-là, il est adapté. L'indice des fonctionnaires hier, c'était pas arrivé depuis février 2017. Voyons. Ça fait 5 ans qu'on nous explique que c'est impossible et une très mauvaise mesure. Voilà. Et encore un symptôme d'enjambement, puisque Amélie de Montchalin explique ce matin dans les colonnes du Parisien, elle dit il n'y a aucune chance que même un autre président qu'Emmanuel Macron renonce à cette décision. Voilà. Donc le programme est fait pour le suivant. Mais ça, c'est quand même symptomatique aussi de prendre aucun risque quand même. Donc ça veut dire aussi que le président candidat qui a du mal à se glisser dans les habits du candidat et qui en a peu le temps, et ça c'est un cas de force majeure, prend garde de ne commettre aucune faute. C'est peut-être la différence quand même avec Lionel Jospin en 2002, qui lui avait aussi un peu négligé ça. Alors on voit bien quand même qu'ils prennent aucun risque jusqu'à, j'allais dire, abuser encore d'argent public, même si, sans doute que c'est une revendication espérée par les fonctionnaires depuis longtemps. Jean-Christophe Gallien, il y a 2 semaines de cela, vous nous avez dit peut-être qu'il faudra reporter l'élection présidentielle. Et ce matin, dans les colonnes du Figaro, Pierre Vermeuren se pose la question, est-ce que ce ne serait pas pertinent de la reporter à cet automne? Alors on va vous dire, oui, c'est interdit par la Constitution. Mais enfin, on a quand même bien vu ces 2 dernières années que le droit pouvait quand même être contourné. On pouvait passer un pass vaccinal qui sur le plan juridique, est quand même un petit peu douteux. Est-ce que vous pensez que là, le contexte actuel, cet empêchement de campagne, cette guerre, justifierait, pourquoi pas, un report de l'élection présidentielle, disons à l'automne? L'étonnant, c'est la docilité des challengers. On est à 26 jours du premier tour. L'étonnant, c'est la docilité des challengers. Ça ne devrait pas être à nous de poser la question. C'est-à-dire que poser la question, oui, mais la revendication devrait être faite par les candidats. Et ce qui me fait dire, si vous voulez, challengers, c'est qu'ils ont accepté. Ils ont accepté. On parlait de purge tout à l'heure. Pour moi, l'élection présidentielle, c'est le cœur battant de la démocratie. Donc, quand vous parliez de tuyaux bouchés, oui, on risque l'AVC, parce que c'est l'artère qui va être bouchée. Parce qu'il y a besoin, pour reprendre la purge, effectivement, de temps en temps, d'aller au bout de cet effort démocratique. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui est le seul responsable. Lui, il est président, il joue avec les capacités, oui, il distribue. Oui, il distribue, il l'a fait, il a compris la recette fonctionnait après les Gilets jaunes et puis après surtout pendant la Covid. Ça, c'est clair que ça marche. Vous n'allez pas vous retourner terriblement quand vous êtes la rente, quand vous avez une rente, si vous voulez, de fonctionnement, vous n'allez pas vous retourner contre celui qui vous l'offre. Donc la réalité, c'est qu'il l'a bien compris, mais ça fait partie des habits potentiels du candidat en campagne. Mais à ses adversaires. Oui, mais qui plus exactement. Et puis en plus, il a la force, c'est qu'il incarne le sacré. Le sacré, c'est quoi? C'est le chef de guerre qu'il a pas mis en scène. C'est pas lui qui a provoqué la guerre en Ukraine, mais là, il profite effectivement de cette aspiration incroyable. Mais les autres en face, soit ils estiment que c'est impossible parce qu'ils n'ont pas assez de temps de parole, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire campagne. Et la réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, une campagne électorale, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'il y ait des points de contact avec les électeurs. La démocratie, c'est pas le débat avec les autres candidats, c'est le débat avec le peuple. Où sont-ils dans le débat avec le peuple? Et c'est ça qui compte. Et là, c'est leur responsabilité. Alors, il va dévoiler son programme jeudi, Emmanuel Macron. Le lendemain, il est à Pau chez François Bayrou, puis au Havre chez Édouard Philippe. Bon, il va jouer à domicile, quoi. On retrouve ce que disait à l'instant Jean-Christophe Gallien. Il va jouer à domicile, mais on peut quand même espérer que le dévoilement de son programme lance le débat politique. C'est-à-dire qu'enfin, on va quand même pouvoir débattre de propositions pour l'avenir et pas juste de sa posture de président. Au moins, on va voir quel niveau, par exemple, de transformation du modèle social français il va enclencher. Ça, c'est quand même une question. Est-ce qu'il va être un petit peu dans l'immobilisme et la gestion ou continuer la posture de 2017 en disant, je vais transformer la France et l'adapter à la mondialisation?
au moins ça nous fera des choses à dire sur sa candidature. Merci à tous les trois, Jean-Christophe Gallien, Bruno Jeudi, Adrien Matou, Paris Match, Marianne, et il faudra vous trouver une publication. Voilà, exactement. Merci à tous les trois. Bonne journée, 8h57.